Toujours très attendu, on se retrouve enfin pour le 5e épisode de la série dédiée aux anecdotes sur le plus célèbre des magazines, le Weekly Shonen Jump et ses œuvres. Un épisode qui vous réserve encore du très lourd et dans lequel on prendra le temps de mettre en lumière plusieurs mangas du Jump, de Bobo Bobo à Naruto en passant par The Promised Neverland et d'autres grands morceaux de l'histoire du Jump pourtant bien méconnus comme Toilet Akase ou encore l'illustre Hiroki Goto à qui l'on doit pourtant beaucoup. Autant vous le dire tout de suite, ce 5e épisode changera à tout jamais votre vision actuelle du magazine puisque l'on va encore revenir sur les origines de la création et de l'explosion de ce dernier, mais avant ça, connaissez la chanson Générique. Salut à tous, c'est Otakult. Comme vous l'avez compris, on se retrouve pour la suite de la série consacrée aux 50 faits, secrets et anecdotes sur le célèbre Weekly Shonen Jump. Comme toujours, inutile de vous préciser que je me base sur aucune rumeur, tous les faits sont avérés et confirmés. Pensez à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire pour le référencement, vous connaissez. Bref, sans plus attendre, je vous propose de découvrir 50 anecdotes sur le Weekly Shonen Jump et ses œuvres. Ces mangas qui ont façonné sa légende, qu'ils soient connus ou non comme d'habitude, le but étant d'enrichir vos connaissances et votre culture. On commence cette nouvelle fournée d'anecdotes avec la bonne humeur de la comédie Bobo 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 Bobo, réputée pour son ton parodique et ses nombreuses références à d'autres œuvres, à l'image de ce que l'on peut retrouver dans Gintama par exemple. De nombreuses références à Dragon Ball, Naruto, Yu Yu Hakusho, Death Note et bien d'autres séries ont été supprimées de l'anime et même remplacées par des références à Bob l'éponge et d'autres dessins animés américains. A noter que Yami effectue par exemple une apparition plus que majeure dans le manga lors d'un combat assez important. Mais bon, il n'y a rien d'étonnant venant d'une série dont l'univers est basé sur l'Empire Chauve qui peut, qui veut éradiquer l'existence des poils et des cheveux de la surface de la planète. Il y a zéro van, c'est le pôle du manga, c'est bon. Ça va exploser. De plus, à l'instar de Yu-Gi-Oh!, l'anime de Bobobo pousse aussi la censure jusqu'à l'absence totale de morts, qui sont pourtant loin d'être rares dans le manga. Les termes liés de près ou de loin à la mort ont quasiment tous été bannis. 7 ans, c'est le temps de publication qu'aura tenu le manga Dr Toilette ayant pour principal et audacieux thème le caca. Vous vous demandez certainement, ou alors pas du tout, qui peut être derrière une idée pareille. Eh bien il s'agit de Kazuyoshi Tori, qui était à l'époque l'animateur en chef du studio Zero, mais pris d'admiration et d'amitié envers le mangaka Fujio Akatsuka, réputé pour sa comédie iconique Osomatsu-kun, chez qui il passait la plupart de son temps libre. Il deviendra son assistant. Il fera ensuite la rencontre d'Osamu Tsunami, celui qui deviendra son éditeur et avec qui le projet invraisemblable nommé Toilet Akase, Dr Toilette en français, naîtra. Le manga The Promised Neverland a pris 3 ans de préparation, bien que le concept et le cœur de la série, les personnages ou encore certaines scènes sont restés identiques à ce qu'avait prévu initialement Kaiju Shirai. Sur ces 3 ans, une année a servi à l'éditeur et au scénariste à poser les bases de la série, et 1 année à trouver le dessinateur. Un mal en patience récompensé par l'excellente trouvaille du style si atypique de Temizu Pozuka. Ensuite, il aura fallu à tous les 3 6 mois pour le design général et le chara-design des personnages. L'origine de la série lui est venue d'un rêve traumatisant qu'il avait fait quand il était gosse, où il essayait d'échapper à un monstre qui voulait le bouffer. Étant lecteur de manga, il souhaitait également écrire une histoire avec un concept d'évasion, mais qui ne se déroulerait pas forcément en prison. Enfin, quand Kaiju Shirai regardait une adaptation d'un titre du Shonen Jump en dessin animé, il se mettait à réfléchir à la place de l'auteur pour imaginer quelque chose d'autre, et l'idée de The Promised Neverland est née comme ça. La série est aussi inspirée du célèbre conte Hansel et Gretel, ainsi que d'un autre grand classique de l'animation qui est Peter Pan. Kaiju Shirai a tout de suite pensé à proposer son projet au Jump car selon lui, le plus grand des magazines ne doit pas priver son lectorat d'un genre d'histoire en particulier, à cause d'une ligne éditoriale, et je suis d'accord avec lui. The Promised Neverland représente le genre d'histoire qu'il aurait aimé lire dans le Jump quand il avait 15 ans, et finalement, on retrouvera bien des codes made in Jump dans son œuvre, comme l'entraide, l'amitié et le dépassement de soi, tout en gardant des thématiques un peu plus sombres dénotant des autres séries. Et enfin, pour conclure avec TPN, le choix d'une jeune fille comme personnage principal dans un magazine ciblant principalement des jeunes garçons était audacieux, mais Kaiju Shirai révélera, et je cite, « Il était plus intéressant d'explorer une opposition mère-fille plutôt qu'une opposition mère-fils. En plus, en tant que fille, l'héroïne a le choix de devenir une maman aussi, ou d'essayer de s'enfuir. C'est plus intéressant en termes de scénario, et je pourrais facilement trouver plus d'une dizaine d'autres raisons pour ce choix, mais c'est la raison principale. » Mitsutoshi Shimabukuro, réputé pour son manga Toriko, est l'un des meilleurs amis d'Eiichiro Oda et était même son ancien assistant sur One Piece. Si on était déjà revenu sur le scandale impliquant l'auteur avec une prostituée mineure qui entraînera l'annulation de sa comédie Sekimatsu Leader Den Takashi, bien que la véracité de la polémique reste assez floue, ce scandale repoussera également la naissance de Toriko. En effet, Toriko et sa bande auraient pu voir le jour bien plus tôt puisqu'un one-shot pilote était paru dans le numéro 6-7 du Jump de 2002, soit 6 ans avant le lancement de la série, que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, Toriko ne refera pas surface en 2008 mais en 2007 dans le 52e et dernier numéro de l'année, avec la parution d'un second one-shot aux couleurs de la série.
La différence notable dans celui-ci est l'introduction du fidèle compagnon de Toriko, à savoir Terry. La série sera définitivement lancée dans le Jump numéro 25 de 2008 et sera un succès fulgurant. Alors très soutenu par les éditeurs, le succès critique est aussi au rendez-vous. La série ne passera pas très loin d'une apparition sur le podium dès sa première année de parution et se contentera d'une magnifique 4ème place, juste derrière le Big Tree pour vous situer un petit peu, rien que ça. Une position qu'il conservera jusqu'en 2010 avant de s'offrir sa première présence dans le top 3 du Jump en 2011. Il maintiendra cette cadence jusqu'en 2013 avant de commencer à perdre en popularité à partir de 2014. Un chapitre spécial crossover entre Toriko et One Piece intitulé The True Fruit, Devil Fruit, oui je sais j'ai un accent toujours aussi incroyable, est paru dans le Jump numéro 17 du 4 avril 2011. Ce dernier raconte une histoire assez pertinente dans laquelle Toriko acquiert ce qui semble être un fruit du démon. Il essaie de préparer au mieux le fruit alors que les tensions montent pour savoir s'il va réellement le manger et acquérir des pouvoirs ou non. A noter que le 16ème numéro de la même année précédant celui-ci avait quant à lui réservé la couverture à One Piece et Toriko. L'événement touchera la France une année plus tard puisque les éditions Kazé et Glénat en partenariat avec la Toei Animation avaient organisé un rendez-vous exceptionnel à la Fnac Forum des Halles et au Forum des Images à Paris. Ils proposaient 2 événements uniques, un espace éphémère boutique et exposition et la projection de 2 films inédits en 3D, à savoir One Piece 3D à la poursuite du chapeau de paille et Toriko 3D Gourmet Adventure. Revenons maintenant aux prémices du magazine et croyez-moi, là vous allez apprendre un tas de choses. Sachez que le tirage initial d'un numéro du Jump s'est levé seulement à 10 500 exemplaires lors de son lancement en 1968. Il atteindra le cap du million 2 ans et 5 mois après et il dut ce succès à 6 séries en particulier, à savoir Otoko Ippiki Gaki Daisho, L'école impudique, Shishi no Tamashi, Arashi-san Piki, Docteur Toilette et Dokonju Gaeru. Sachez que la publication de L'école impudique ne laissera personne indifférent et dans tous les sens du terme. D'une part car ce fut le premier gros succès de l'immense Gonagai à qui l'on doit Devilman entre autres, jusqu'alors inexpérimenté mais aussi parce qu'il essuya pas mal de polémiques causées par sa grossièreté qui ne plaisait pas à certaines associations et parents d'élèves. Ces mêmes dénonciations et plaintes furent tout l'effet inverse du but recherché et offrirent une énorme visibilité et publicité gratuite à la série. Une œuvre devenue culte non seulement pour être le pionnier du genre Eishi, mais aussi pour avoir été l'une des premières œuvres à critiquer le système scolaire et l'éducation japonaise, certes de façon très grossière, humoristique et controversée, mais les plaintes restaient compréhensibles. Ceci dit, le Jump ne plia pas face à l'appel au boycott et à la censure de l'école impudique. Le soutien public de Susumu Abe, ancien professeur et célèbre auteur de l'époque critiquant les systèmes scolaires lui aussi, fut aussi important. Cependant, le ton comique de l'école impudique prendra un ton beaucoup plus sombre et revendicateur à un certain moment de l'histoire. Gonagai mettra alors sa série en pause pour en lancer une nouvelle en 1972, cette fois-ci dans le Shonen Magazine, concurrent à l'époque, et toujours à l'heure actuelle d'ailleurs, et il s'agissait du cultissime Devilman, mais c'est seulement sur la fin de Devilman qu'il reprendra et finira la publication de l'école impudique, mais qu'il commencera immédiatement aussi une nouvelle série intitulée Mazinger Z. Encore un classique dont la popularité explosera instantanément jusqu'à recevoir une adaptation animée seulement 2 mois après le début de la publication du manga. Est-ce que c'est bon pour vous? Une précocité monstrueuse, on n'avait jamais vu ça à l'époque, on le reverra peut-être jamais. Je sais pas si vous réalisez l'immense dinguerie et j'insiste là-dessus. Mais bref, revenons maintenant sur le cas d'Otoko Ippiki Gaki Daisho, que l'on a déjà beaucoup abordé dans ce concept, principalement dans le second épisode pour les plus curieux, mais j'ai encore beaucoup d'anecdotes à vous partager concernant sa légende. Figurez-vous que lors de son lancement, la tendance du Jump résidait dans ses comédies et gag manga qui y régnaient en maître, à l'image de l'école impudique et Docteur Toilette. Otoko Ippiki fut l'une des premières séries du Jump à proposer une véritable intrigue et se démarquer ainsi des autres, donc je vous resitue, on est fin des années 60. Et d'ailleurs, Hiroki Goto, un ancien rédacteur en chef du Jump qui participera notamment au rayonnement de l'âge d'or du magazine, avouera que c'est après avoir lu Otoko Ippiki, il s'était dit que ce job en valait peut-être la peine. Cela le motivera à proposer d'autres œuvres plus ambitieuses dans le même genre, et comme un symbole, il deviendra par la suite le responsable éditorial de l'auteur de Otoko Ippiki, qui n'est autre que Hiroshi Motomiya. Et c'est là qu'il faut se dire que sans ces deux hommes, on aurait peut-être eu que des Roboko dans le Jump. C'est effrayant. Atroce! Plus tôt, je citais brièvement le manga Dokonju Gaeru, signé Yasumi Yoshizawa, également un des piliers de l'époque. Ce dernier inspira bon nombre de mangas et mangaka, plus particulièrement dans la technique qu'avait l'auteur d'apporter un grand soin au décor de ses histoires. Non pas tant à travers un style de dessin hyper détaillé, mais plus dans un sens de retranscription bluffant de l'univers urbain japonais des années 60 et 70. Dokonju Gaeru fut d'ailleurs la première série avec Mazinger Z à rencontrer un énorme succès à la fois pour son manga, mais aussi pour son adaptation animée. Il fait aussi partie du cercle très restreint des séries dont l'influence a dépassé le cadre de l'industrie du manga, pour impacter également la société. En effet, à la fin des années 60, les manifestations eurent lieu à Tokyo pour s'opposer à la construction d'un nouvel aéroport, les habitants de l'époque voulant préserver leur zone d'habitat telle qu'elle était. Raison ta zone, ici c'est ma zone.
C'est au début des années 70 que le conflit prit plus d'ampleur. Les manifestants, dont des enfants, arboraient fièrement la mascotte du manga qui était Pionkishi, la grenouille se trouvant sur le t-shirt du héros de Dokonjo Gaeru. On peut notamment retrouver une trace de cet événement insolite dans le numéro 18 du Jump de 1971. Pionkishi et Dokonjo Gaeru étaient devenus le symbole des enfants participant à cette lutte, alors que le manga ne comptait qu'une trentaine de chapitres à ce moment-là. Un autre monde, une autre époque. Aujourd'hui, cet aéroport existe malgré tout, il s'agit de l'aéroport de Narita. Ah, je vous avais prévenu qu'il y avait du lourd dans cette vidéo. Histoire de ne pas aborder que les fondations du Jump, qui j'espère malgré tout vous fascinent autant que moi, voici quelques anecdotes sur le grand City Hunter. Revenons donc sur un exemple qui illustre l'état chaotique des VF de l'époque. Sachez que tous les méchants de Nicky Larson ont été doublés par la même personne. Il s'agissait de Maurice Sarfati. Mais je n'y suis pour rien, Gérard, je te le jure. Ne me raconte pas d'histoire, Maurice. Tu as toujours menti, on t'a vu. Vilain. Mais Tsukasa Ojo, le papa de City Hunter ou encore Cat Size, pour ne citer que, est aussi l'un des grands auteurs issus de la création du concours Tezuka organisé par le Jump. Il gagnera notamment la seconde édition. Son héros mythique Ryo Saiba n'est pas seulement le personnage principal de City Hunter, mais également l'un des personnages principaux de son autre série Angel Earth. Passons maintenant à quelques petites anecdotes sur le célèbre Naruto. Sachez tout d'abord qu'à la base, le manga n'abordait pas du tout l'univers des ninjas. Il s'agissait plutôt d'un scénario classique dans lequel les personnages étaient dotés de super pouvoirs. Le personnage de Naruto plaisait cependant beaucoup à Kishimoto, qui décida de le garder pour la série phare. Il n'eut aucun mal à le réintégrer à sa nouvelle histoire, si ce n'est à un détail près. Naruto possédait des lunettes qui prenaient beaucoup de temps à dessiner, c'est ainsi qu'il eut l'idée des bandeaux frontales pour se faciliter la tâche tout en rajoutant un flow incroyable à ses personnages. Mec, c'est incroyable. Dans la même veine, Sasuke est très clairement le personnage qu'il avait le plus de mal à dessiner. Son air un peu froid, mature et hautain était très difficile à retranscrire sur un si jeune protagoniste. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Comme beaucoup de grands auteurs, Masashi Kishimoto a aussi connu plusieurs échecs avant de rencontrer la voie du succès avec Naruto. Si cela avait pourtant bien commencé avec son one-shot Karakuri qui remportera le prix Hot Step Award 18, récompensant les nouveaux talents, prix également reçu par d'autres grands auteurs comme Eiichiro Oda, Yoshihiro Togashi et j'en passe, on peut citer plusieurs histoires courtes qui furent immédiatement rejetées, comme Michikusa, dans lequel on suit les aventures d'un groupe d'écoliers qui trouvent un portefeuille et qui s'attire des ennuis en dépensant l'argent n'importe comment. Il y a aussi Asian Punk, où l'on suit un petit androïde chassant des fantômes avec une hache, ou encore Magic Mushroom, un manga avec un élève pas doué à l'école de magie, jusqu'au jour où il trouve un vieux parchemin. Côté CNN, il aura également essayé plusieurs tentatives avec Mario, un one-shot sur la mafia, et Yakuo, un one-shot sur le baseball, qu'il avouera avoir longtemps regretté de ne pas avoir pu en faire une vraie série. Mais finalement, toutes ces œuvres citées ne sont en réalité pas totalement des échecs, puisqu'elles ont servi de base à la série que deviendra Naruto. C'est son éditeur de l'époque, Kosuke Yaagi, qui le conseillera de retravailler sur le one-shot de Naruto paru en 97, mentionné plus tôt. Et bien que ce dernier ait de base été publié dans l'indifférence quasi totale, il sera tout de même remanié et réadapté pour ouvrir sur une sérialisation. Ainsi, certaines idées seront tout de même gardées pour la série, comme le personnage de Naruto, le sexy jutsu ou encore Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Afin de conclure cette vidéo en beauté, on va revenir encore une fois sur des anecdotes plus historiques. Je vous ai déjà révélé que lors de la création du Jump, c'était le Shonen Magazine qui dominait le marché de la prépublication à l'époque, et vous vous demandez certainement à partir de quand le Shonen Jump a fini par le détrôner. Et bien ce fut à partir de 1977, le tirage du Jump atteignit même les 2 millions d'exemplaires, une période qui coïncide encore avec le lancement de Ring Nikakero, mais le catalogue du Jump était aussi porté par Koshikame et d'autres œuvres inconnues en France, mais pourtant ultra importantes et populaires à l'époque au Japon, à savoir Circuit no Okami, Ochonin Hajihei ou encore Doberman Deka pour ne citer qu'elle. Circuit no Okami est un manga abordant l'univers des courses de voitures signé Satoshi Ikezawa. Il prendra fin en 79 avec 27 volumes et 230 chapitres. Sa popularité était telle que la série sera adaptée en film live en 77. Une popularité si grande qu'elle traversera surtout les générations puisqu'une suite intitulée Circuit no Okami 2 sera lancée dans le magazine Weekly Playboy en 1989 avant de prendre fin avec 25 volumes en 95. Cette seconde partie sera même adaptée en anime avec un OAV de 45 minutes produit par le studio Gainax. Je peux vous assurer que surpasser le magazine numéro 1 de l'époque fut même un réel exploit, puisque les éditeurs du Jump réalisèrent cette prouesse malgré le premier choc pétrolier, qui causa notamment une crise de papier. Ainsi de 74 à 75, les numéros du Shonen Jump avaient un nombre de pages assez réduit, ce qui implique fatalement moins de séries publiées dans le magazine durant cette période. Et histoire de mettre en lumière les deux autres œuvres citées, le manga Ochonin Hajihei est centré sur l'univers de la gastronomie, compilé en 23 volumes par le duo Jiro Giyu et Joe Big. Datant des années 70, il fut l'un des premiers succès abordant le monde de la cuisine et aura donc influencé directement ou indirectement des œuvres sur le même thème, comme Cooking Papa, la plus longue œuvre du genre, toujours en cours de parution depuis 1984 avec 162 volumes parus, ou encore un manga bien plus populaire comme Food Wars que vous connaissez mieux. Quant à Doberman Deka, ce fut l'une des premières séries de Buronson, scénariste iconique du cultissime Hokuto no Ken.
Cette fois-ci épaulé par le talentueux Shinji Hiramatsu au dessin, ce manga mettant en lumière une espèce de MacGyver japonais a rencontré un immense succès puisqu'il s'étalera sur 29 tomes, un des précurseurs du genre de manga à la City Hunter. Cependant, son adaptation animée de 22 épisodes diffusée sur la chaîne TV Asahi en 1980 ne rencontrera pas vraiment le succès attendu, puisque l'anime adapte au final très peu d'éléments du manga, proposant ainsi une fidélité plus que discutable. Malgré tout, ces adaptations en film là y trouveront bien plus leur public. Une suite sous forme de spin-off de 2 volumes intitulé Shin Doberman Deka était même sortie en 2012. Pour conclure, je vous invite maintenant à me citer les mangas sur lesquels vous aimeriez avoir des anecdotes dans les prochains épisodes. Et oui, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce 5e épisode. En attendant les prochains, n'hésitez pas à me faire part des anecdotes qui vous ont le plus surpris dans cette sélection. Pour le référencement, tu connais. Sur ce, merci pour la force, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos aussi. Vous pouvez également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et surtout, on se reverra.